Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue au module 6, un module assez rempli et très intéressant. Maintenant que nous avons abordé les principaux types d'institutions financières au Canada, ainsi que leur rôle clé et leur historique, la prochaine question qui s'impose est la suivante. Pourquoi la réglementation prudentielle des institutions financières? Dans mes propos introductifs au cours, j'ai présenté la réglementation prudentielle. La réglementation prudentielle cherche à promouvoir les pratiques prudentes chez les institutions financières. Mais pourquoi? Pourquoi une telle réglementation est-elle si importante? Bien, l'objet de ce module 6 est d'aborder cette question en reliant ce dont nous avons discuté dans les modules précédents. Vous êtes prêts? Allons-y. Comme nous l'avons discuté dans le module 4, qui portait sur les rôles clés des principaux types d'institutions financières fédérales et provinciales, les institutions financières jouent des rôles privés et publics de très grande importance. Les institutions de dépôt, par exemple, prennent nos dépôts et transforment ces argents en prêts à moyen et long terme. Et par l'entremise de consentir ces prêts, les institutions de dépôt sont aussi responsables de créer la grande partie de l'argent en circulation, c'est-à-dire la majorité de la masse monétaire. En plus de créer l'argent électronique, les institutions de dépôt le font circuler en étant au cœur même du système de paiement. Les assureurs, pour leur part, protègent notre patrimoine ainsi que les intérêts pécuniaires de nos successions grâce à la distribution des risques parmi des grands groupes de personnes. Ils indemnisent également les dommages découlant des fautes d'autrui par le biais de l'assurance responsabilité. Quant aux courtiers en valeurs mobilières, ils nous conseillent en matière d'investissement et sont des intermédiaires essentiels au fonctionnement des marchés primaires et secondaires des capitaux. Ces trois catégories d'institutions financières sont clairement intégrales au fonctionnement de notre secteur financier, voire même notre économie. Allons maintenant un peu plus loin, en récapitulant ce qui assure le bon fonctionnement des institutions financières, en ciblant les assureurs et les institutions de dépôt. Comme nous l'avons abordé dans le module 4, le bon fonctionnement des assureurs repose en grande partie sur la loi des grands nombres. Avec des études statistiques portant sur un très grand nombre de cas et sur de longues périodes, on peut ainsi prédire la probabilité de survenance d'un événement avec suffisamment de certitude pour en tirer des conclusions chiffrables. Le principe de mutualité, qui a comme objet à la fois une bonne distribution des risques et une bonne distribution des primes, repose en grande partie sur la loi des grands nombres. D'après les probabilités et le principe de mutualité, des réserves liquides sont généralement nécessaires que pour une petite fraction de la totalité des risques assurés. C'est en raison du fait que normalement, la quantité d'argent que les assureurs ont à verser chaque jour, à titre d'indemnité, ne correspond qu'à une petite fraction des primes et des autres revenus qu'ils reçoivent. Lorsque les assureurs anticipent la possibilité de déviation importante de ce cours normal, comme nous l'avons discuté, les assureurs se tournent vers la coassurance et la réassurance afin de gérer un tel risque ou une telle situation. Il est à noter que puisque dans le cours normal des affaires, la quantité d'argent que les assureurs ont à verser chaque jour, à titre d'indemnité, ne correspond qu'à une fraction des primes et les autres revenus qu'ils reçoivent, les assureurs font des placements avec ces sommes excédentaires. Certains de ces placements sont liquides et de courte durée, mais d'autres ne le sont pas, comme par exemple des investissements dans les immeubles commerciaux. Encore, toutes ces décisions reposent en partie importante sur l'étude des probabilités, c'est-à-dire l'anticipation de l'avenir depuis le passé. Ainsi, si l'on combine tous ces phénomènes, on constate que les assureurs peuvent être exposés à des risques peu probables mais très importants. Par exemple, qu'arrive-t-il si des demandes d'indemnité bien fondées mais d'une importance non anticipée sont faites en même temps? De plus, qu'arrive-t-il si des placements importants de l'assureur que l'assureur croyait liquides et sûrs ne le sont plus en raison d'une crise dans le marché des capitaux? Troisièmement, qu'arrive-t-il si les sommes excédentaires dont l'assureur a maintenant besoin sont investies dans des actifs à long terme ou des actifs risqués qui ont perdu leur valeur?
Maintenant, revenons aux institutions de dépôt, dont le fonctionnement repose également sur la loi des grands nombres. En se fondant sur des couvertures fractionnaires, les institutions de dépôt maintiennent des réserves qui correspondent seulement à une fraction de leurs obligations. De plus, les institutions de dépôt financent souvent leurs prêts à moyen et long terme par le biais de dépôts à vue, soit des dépôts à court terme, ce qui traduit en l'asymétrie des échéances. De plus, les institutions de dépôt font des placements avec les sommes excédentaires de leurs dépôts ou qui découlent de leurs revenus. Mais qu'arrive-t-il si un déposant veut avoir son argent, mais que l'institution de dépôt a affecté cet argent déposé à un prêt à moyen ou long terme? Bien, en général, cela ne pose pas problème puisque les institutions de dépôt conservent suffisamment en réserve pour répondre aux exigences habituelles. Elles peuvent aussi emprunter auprès d'autres institutions de dépôt si la demande de dépôt est plus importante que prévu. Mais que se passe-t-il si un trop grand nombre de déposants d'une institution de dépôt souhaitent récupérer leurs fonds en même temps? De plus, reprenons deux des questions que nous nous sommes posées concernant les assureurs il y a une minute, mais cette fois en ce qui concerne les institutions de dépôt. Qu'arrive-t-il si des placements importants que l'institution de dépôt croyait liquides et sûrs ne le sont plus en raison d'une crise dans le marché des capitaux? Deuxièmement, qu'arrive-t-il si les sommes excédentaires dont l'institution de dépôt a maintenant besoin sont investies dans des actifs à long terme ou dans des actifs risqués qui ont perdu leur valeur? Et, de plus, qu'arrive-t-il si trop de prêts que l'institution de dépôt a consentis deviennent en défaut de paiement en raison d'un ralentissement économique, ou si un énorme prêt que l'institution de dépôt a consenti à une grande société que l'institution de dépôt croyait sûre devient en défaut de paiement? Ainsi, on constate que les institutions de dépôt peuvent être aussi exposées à des risques peu probables, mais très importants. Comme vous le constaterez dans votre lecture du résumé du rapport ST dans le cadre du présent module, d'autres situations problématiques peuvent surgir. Dans les cas où les risques peu probables, mais très importants pour une institution de dépôt ou un assureur se manifestent, il arrive un point tournant sous forme de problème ou même d'incapacité de payer les sommes qu'on lui demande légitimement de payer. En d'autres mots, il arrive un moment charnière de problème de liquidité ou de capital. Dans le cas d'une institution de dépôt, la manifestation de risques peu probables, mais très importants, peut mener également à une perte généralisée de confiance chez ses déposants et chez les autres institutions financières qui lui prêtent de l'argent. Dans le cas d'un assureur, une perte généralisée de confiance chez ses assurés pourrait les inciter d'exiger le rachat par l'assureur de leur police si une telle modalité est prévue dans le contrat. De plus, une perte de confiance pourrait se manifester en réassureur ou en coassureur ne voulant plus affaire avec l'assureur. Dans le cas des institutions de dépôt et des assureurs, les problèmes peuvent être aggravés par la perte de clients potentiels. Dans tous les cas, le risque de panique financière peut se matérialiser. En ce qui concerne les dépôts, on appelle en anglais ce risque de panique financière a risk of a run on deposits ou a risk of a run on the bank. Dans ce système de libre concurrence, des entreprises apparaissent et disparaissent tous les jours. Personne ne s'en soucie trop, sauf les personnes qui sont immédiatement touchées et leurs familles. Quand une entreprise fait faillite, les actionnaires perdent de l'argent et les employés leur emploi, à moins qu'une autre entreprise ne reprenne l'affaire. Et sauf lorsqu'il s'agit de très grandes entreprises, la faillite est considérée comme un élément naturel du paysage des affaires. Bien, la situation du système financier est différente. Si les institutions financières étaient soumises aux mêmes règles que les autres entreprises, les déposants, les assurés et les autres créanciers perdraient leur argent en cas de faillite de leur institution. La faillite d'une institution de dépôt, par exemple, peut avoir une incidence marquée sur les gens qui peuvent y avoir placé une partie importante de leurs épargnes et qui s'attendent à ce que l'institution de dépôt réponde à leurs besoins financiers quotidiens. La faillite d'une institution de dépôt de grande taille peut également avoir des incidences importantes sur le système de paiement. Quant à la faillite d'un assureur-vie, cela peut avoir des conséquences très malheureuses pour les bénéficiaires, par exemple un conjoint ou un enfant dépendant de l'assuré.
Dans le cas d'un assureur multirisque, imaginez par exemple une famille dont la maison a été incendiée et qui apprend ensuite la nouvelle catastrophique que l'assureur qui leur doit une indemnité d'une centaine de milliers de dollars n'est pas en mesure de la payer. Les rôles privés et publics importants des institutions financières, ainsi que le fonctionnement de celles-ci que nous avons récapitulé il y a quelques minutes, les risques associés à leur fonctionnement et au placement qu'ils font, et les incidences importantes de la faillite d'une institution financière pour ses clients mènent tous aux besoins de la réglementation prudentielle. La réglementation prudentielle a comme objectif clé la protection des droits et intérêts financiers des déposants, des assurés et des autres créanciers d'une institution financière. C'est ce que l'on appelle l'optique micro de la réglementation prudentielle. L'optique macro de la réglementation prudentielle, qui est celle de contribuer au maintien de la stabilité du système financier de son ensemble, fait l'objet du module 7. Tel que décrit à la page 12 du livre vert, et je cite, « Des millions de Canadiens confient leur épargne aux institutions financières et une grande partie d'entre eux ne savent pas grand-chose, sinon rien, des risques courus par ces institutions dans le cadre de leurs opérations commerciales. » Fin de la citation. Ainsi, l'optique micro de la réglementation prudentielle est de protéger les droits et intérêts des créanciers d'une institution financière, en substituant la supervision privée depuis certains de ses créanciers par une supervision collective exercée par un organisme public. Le livre blanc de 1995 du ministère des Finances du Canada, qui figure comme lecture obligatoire, nous rappelle que le système canadien de la réglementation prudentielle est un système fondé sur une division tripartite des fonctions de contrôle et du bon fonctionnement des institutions financières. Ce livre blanc rappelle aussi que ces fonctions sont partagées entre, premièrement, le Bureau du surintendant des institutions financières, deuxièmement, le conseil d'administration des institutions financières, et troisièmement, les vérificateurs externes de celles-ci. Comme cela demeure toujours le cas, passons donc à l'examen de cette division tripartite, en commençant avec les fonctions du Bureau du surintendant des institutions financières, auquel je ferai désormais référence par le sigle BSIF, une agence indépendante du gouvernement fédéral. D'après l'article 3.1 de la loi sur le BSIF, cette loi vise, et je cite, à assujettir les institutions financières au contrôle réglementaire d'un organisme fédéral en vue d'accroître la confiance du public envers le système financier canadien. Alors, je finis la citation. Le paragraphe 4.4 de la même loi énonce que la réglementation et la supervision par le BSIF sont de nature à réduire les risques de faillite. Le BSIF poursuit l'objectif large décrit à l'article 3.1 par le biais de la poursuite des objectifs plus précis concernant les institutions financières qui sont énoncés au paragraphe 4.2. Ceux-ci se traduisent en l'exercice de 6 fonctions principales que nous allons passer en revue. Une des fonctions principales est de s'assurer que les institutions financières fédérales se conforment aux lois qui les régissent. Par exemple, que les banques se conforment à la loi sur les banques et que les assureurs fédéraux se conforment à la loi sur les sociétés d'assurance. Ces lois renferment un très grand nombre d'exigences de nature prudentielle. À titre d'exemple, ces lois exigent que les propriétaires d'une institution financière nouvellement constituée y versent au moins 5 millions de dollars en guise d'assurer une affaire sérieuse et de veiller à ce que la nouvelle institution ait les capitaux nécessaires pour appuyer d'emblée ses activités, ce qui réduit les risques de faillite. Comme deuxième exemple, en matière de placement et de prêt, ces deux lois prévoient que les banques et les assureurs fédéraux sont tenus de se conformer aux principes, normes et procédures que leur conseil d'administration a le devoir d'établir selon ce qu'une personne prudente mettrait en œuvre. Une deuxième des 6 fonctions principales du BSIF est de surveiller la situation financière de chaque institution financière fédérale. À cette fin,
les activités du BCIF s'articulent autour de deux grands axes. Le premier axe consiste à produire et publier des lignes directrices à l'intention des institutions financières qui expriment les attentes du BCIF en matière de capitaux et de liquidité. Le deuxième axe consiste à s'assurer que chaque institution financière observe les lignes directrices du BCIF. En pratique, ceci se fait par l'examen qui découle de deux grandes questions. Premièrement, est-ce que l'institution financière a suffisamment de capitaux par rapport aux attentes communiquées dans les lignes directrices? Autrement dit, est-ce qu'elle pourrait absorber les pertes et continuer d'offrir des services à ses clients en cas de revers financier important mais plausible? Deuxième question. Est-ce que l'institution financière a suffisamment de liquidité par rapport aux attentes communiquées dans les lignes directrices? Autrement dit, assez d'argent et d'actifs pouvant facilement être convertis en argent pour honorer ses engagements, même en situation de crise. Il convient de noter que les lois qui régissent les institutions financières fédérales précisent qu'afin de vérifier si une institution financière se conforme à la loi qui la régit et si une telle institution est en bonne situation financière, le BCIF, au moins une fois par an, doit procéder ou faire procéder à un examen portant sur l'activité commerciale et les affaires internes. En tout temps, y compris au cours de cet examen, les lois précisent que l'institution financière doit fournir tout renseignement que lui exige le BCIF. Troisième des 6 fonctions principales du BCIF, c'est celle d'aviser sans délai la direction et le conseil d'administration de la mauvaise situation financière de l'institution ou de son défaut de se conformer à la loi qui la régit, et, le cas échéant, de forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation aussitôt que possible. Quatrième grande fonction est d'inciter la direction et le conseil d'administration des institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque. À cette fin, les activités du BCIF s'articulent autour de deux grands axes, tout comme la surveillance de la situation financière. Le premier axe consiste à produire et publier des lignes directrices à l'intention des institutions financières qui expriment les attentes du BCIF en matière d'identification, de contrôle et de gestion du risque. Le deuxième axe consiste à s'assurer que chaque institution financière observe ces lignes directrices. Il existe deux grandes catégories de risques auxquelles les institutions financières doivent composer: les risques financiers et les risques non financiers. Les risques financiers comprennent, par exemple, les 3 risques suivants. Premièrement, le risque de crédit, comme le risque de perte sur des prêts. Deuxièmement, le risque stratégique, comme le risque de ne pas mettre en œuvre son plan d'affaires. Et troisièmement, le risque de marché, comme le risque de changement important de le marché primaire et secondaire des capitaux. Voici 3 illustrations de risques non financiers matérialisés. Premièrement, une perturbation opérationnelle importante en raison d'une cyberattaque. Deuxièmement, une culture organisationnelle axée sur les profits à tout prix. Et troisième illustration, se tourner vers des parties non réglementées pour habiliter l'institution financière d'effectuer des opérations importantes comme l'informatique en nuage. Comme vous pouvez le constater, un risque non financier peut facilement entraîner un risque à la santé financière d'une institution financière, y compris au niveau de la confiance dans celle-ci. La 5e fonction principale du BCIF est d'agir promptement lorsqu'il décèle des problèmes au niveau de la conformité législative, de la situation financière d'une institution financière ou de l'identification, la mesure ou la gestion par elle de ses risques financiers ou non financiers. Nous discuterons à fond de cette 5e fonction d'intervention dans le module 8, y compris les pouvoirs d'intervention du BCIF que lui confèrent les lois régissant les institutions financières fédérales. La 6e fonction principale du BCIF est de surveiller et évaluer dans l'ensemble du système ou dans un secteur d'activité en particulier les événements ou les questions qui risquent d'avoir des répercussions négatives sur la situation financière des institutions.
Avant de passer à la deuxième des fonctions tripartites, il est important de noter que la loi sur le BCIF exige que les 6 fonctions du BCIF que nous venons d'aborder soient effectuées de manière équilibrée. Le paragraphe 4.3 de la loi énonce que le BCIF doit tenir compte de la nécessité pour les institutions financières fédérales de faire concurrence efficacement et de prendre des risques raisonnables. De plus, le paragraphe 4.4 de la loi énonce que bien que la réglementation et la supervision par le BCIF soient de nature à réduire les risques de faillite, elles doivent s'effectuer en tenant compte du fait que le conseil d'administration d'une institution financière est responsable de sa direction, que celle-ci évolue dans un monde concurrentiel où la gestion du risque est impérative et que des difficultés financières peuvent survenir et même entraîner la faillite d'une institution financière. Le rappel que fait le paragraphe 4.4, voulant que les institutions financières peuvent faire faillite, est particulièrement intéressant. Cela, de même que le début du libellé de ce paragraphe voulant que la réglementation et la supervision du BCIF sont de nature à réduire les risques de faillite et non les éliminer, souligne que l'efficacité de la réglementation prudentielle a des limites. Le déposant ou un autre créancier d'une institution financière n'en tire pas une assurance aussi forte qu'avec une garantie du gouvernement fédéral. D'ailleurs, bien qu'aucune institution de dépôt canadienne réglementée par le BCIF a fait faillite depuis 1997, les années 90 et 1996 en ont vu plusieurs. Il convient aussi de noter que dans la poursuite d'accroître la confiance du public envers le système financier canadien, tel que le prévoit l'article 3.1 de la loi sur le BCIF, le BCIF cherche à faire mieux comprendre la population canadienne le rôle qu'il joue. Il cherche aussi à rendre compte de ses activités par le biais de mesures de transparence, de consultation et de communication. Maintenant que nous avons abordé la première division tripartite des fonctions de contrôle du bon fonctionnement des institutions financières fédérales, passons à la deuxième, qui relève du conseil d'administration de ces institutions, auquel je ferai désormais référence par le sigle CA. Comme on vient de l'aborder, le paragraphe 4.4 de la loi sur le BCIF rappelle que c'est le CA d'une institution financière qui est responsable de sa direction. Il est également le cas que la très grande majorité des institutions financières fédérales sont des entreprises du secteur privé à but lucratif et que la très grande majorité d'entre elles sont des sociétés par action. Les membres du CA ont à cœur les intérêts des actionnaires de l'institution financière, le cas échéant. Gagner des profits fait partie de leur mandat. Mais les intérêts des actionnaires et les intérêts des déposants, des assurés et des autres créanciers ne coïncident pas toujours. Les actionnaires qui, rappelons-nous, dans le cadre du premier module, élisent les administrateurs, c'est-à-dire les membres du CA, veulent les meilleurs rendements sur leur investissement. Toutefois, les créanciers veulent les meilleures chances que les sommes qui leur sont dues soient effectivement payées. Ceci exige le CA d'effectuer ses fonctions de manière équilibrée, comme le BCIF doit aussi le faire. En guise d'aider les CA à atteindre cet équilibre, le BCIF a publié une ligne directrice qui fait état de ses attentes relatives à la gouvernance d'entreprise. En anglais, Corporate Governance. Cette ligne directrice figure comme lecture recommandée dans ce module. Comme nous l'aborderons dans le module 8, ces attentes du BCIF s'appuient sur les pouvoirs d'intervention que lui confèrent les lois régissant les institutions financières fédérales. La ligne directrice en question commence par énoncer ce qui suit. Et je cite, « La qualité des pratiques de gouvernance d'entreprise d'une institution financière fédérale est un facteur de plus en plus important dans le maintien de la confiance des déposants, des assurés et de l'ensemble du marché. » Fin de la citation. Selon cette ligne directrice, le CA approuve et est responsable du plan d'affaires, de la stratégie, ainsi que des politiques encadrant la propension à prendre des risques de l'institution financière. Il n'appartient toutefois pas au CA d'encadrer au quotidien la mise en œuvre de ces décisions. Cette tâche incombe à la haute direction. En ce qui concerne la haute direction, le CA est responsable de nommer, examiner le rendement et de fixer la rémunération du premier dirigeant
en anglais Chief Executive Officer. Le CA est aussi responsable d'approuver ou de surveiller la nomination, l'examen du rendement et la rémunération des autres membres importants de la haute direction, y compris les chefs des fonctions de supervision. Les fonctions de supervision cernent et mesurent les risques qui pèsent sur l'institution financière et évaluent l'efficacité de la gestion du risque et des contrôles internes. De plus, la ligne directrice communique l'attente que le CA, le cas échéant, devrait mettre en question les décisions importantes de la haute direction et conseiller et encadrer la haute gestion à l'égard des politiques de l'organisation, y compris celles qui concernent la gestion des risques. Le CA devrait aussi miser sur la diversité et allier expertise, aptitude, expérience, compétences et perspectives en tenant compte de la stratégie, du profil de risque, de la culture et de l'ensemble des activités de l'institution financière fédérale. Ensemble, les membres du conseil d'administration et de la haute direction sont appelés à promouvoir une culture de gestion efficace du risque. En ce qui concerne la relation entre le BCIF et le CA, je cite la ligne directrice. La supervision efficace des activités et des affaires internes d'une institution par les membres du conseil d'administration et de la haute gestion est également essentielle au maintien d'un programme de surveillance efficient et offrant un bon rapport coût-efficacité. Elle aide à protéger les déposants et les souscripteurs et permet au BCIF d'utiliser le travail des processus et des fonctions internes de l'institution financière fédérale, ce qui réduit la quantité de ressources de surveillance dont le BCIF a besoin pour s'acquitter de son mandat. Fin de la citation. La ligne directrice prévoit aussi que la communication ouverte entre le CA et le BCIF aide à favoriser la confiance mutuelle. De plus, le CA devrait être au courant des résultats des travaux de surveillance effectués par le BCIF et d'autres organismes de réglementation, et faire des suivis auprès de la haute direction en conséquence. Bien que la ligne directrice sur la gouvernance d'entreprise porte sur plusieurs autres éléments, voilà qui met fin à notre discussion sur sa portée. Il est important de noter que la ligne directrice complémente des exigences en matière de gouvernance dans les lois qui régissent les institutions financières. Par le biais de ces exigences, le Parlement lui-même reconnaît le fonctionnement distinct des institutions financières et les nombreux risques importants auxquels elles font face. Il intervient en conséquence avec les 4 règles suivantes, parmi d'autres, concernant le CA d'une institution financière fédérale. Premièrement, l'article 158 de la Loi sur les banques et l'article 166 de la Loi sur les sociétés d'assurance exigent que les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité et de bonne foi, et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareille circonstance, une personne prudente. Deuxièmement, l'article 163 de la Loi sur les banques et l'article 171 de la Loi sur les sociétés d'assurance exigent qu'au moins un tiers des administrateurs doivent être indépendants, c'est-à-dire qu'au moins un tiers des administrateurs n'ont pas de lien financier important avec l'institution financière, conformément au règlement sur les personnes physiques membres d'un groupe pris en vertu de ces 2 lois. Troisièmement, le paragraphe 157.2 de la Loi sur les banques et le paragraphe 165.2 de la Loi sur les sociétés d'assurance exigent l'autosurveillance par le biais de la constitution de 2 comités du CA, le comité de vérification et le comité de révision. Les 2 lois exigent que ces 2 comités soient composés en majorité d'administrateurs indépendants. Les obligations législatives du comité de vérification comprennent, entre autres, l'examen des états annuels de l'institution financière et l'évaluation et l'approbation des procédures de contrôle interne pour l'institution. Quant au comité de révision, il doit requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l'observation du régime législatif concernant les opérations effectuées avec des apparentés. En anglais, the Related Party Regime ou the Self-Dealing Regime. Le régime concernant les opérations effectuées avec des apparentés fera l'objet du module 11. Quatrièmement, le paragraphe 174.2 de la Loi sur les banques
et le paragraphe 182.2 de la loi sur les sociétés d'assurance exige qu'un administrateur qui démissionne en raison de désaccords avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la banque doit, dans une déclaration écrite, exposer au BCIF la nature du désaccord. Comme précisé à la page 13 de l'aperçu de 1990 dans les lectures obligatoires, cela a comme objet de mettre au courant le BCIF des événements internes qui risqueraient de menacer la solvabilité d'une institution financière. Maintenant qu'on a présenté 2 des 3 divisions tripartites des fonctions de contrôle et du bon fonctionnement des institutions financières fédérales, passons à une brève discussion de la 3e, qui relève des vérificateurs externes de ces institutions. Les vérificateurs externes sont des comptables agréés. Bien que les lois régissent les institutions financières fédérales réfèrent à des vérificateurs, la profession désigne maintenant ces professionnels comme étant des auditeurs. En vertu du paragraphe 308.1 de la loi sur les banques et du paragraphe 331.1 de la loi sur les sociétés d'assurance, le CA doit, à l'Assemblée annuelle des actionnaires ou des membres, présenter les états financiers de l'institution financière ainsi que le rapport du vérificateur externe quant à ses états financiers. Selon les mêmes lois, le vérificateur doit être indépendant et son rapport doit déclarer si, à son avis, les états financiers en question présentent fidèlement, selon les principes comptables généralement acceptés, la situation financière de la banque ou de l'assureur. Le BCIF, pour sa part, a recours à l'avis des vérificateurs externes quant à la présentation des états financiers des institutions financières fédérales. En fait, l'évaluation du BCIF de la situation financière d'une institution financière fédérale repose en grande partie sur les états financiers vérifiés de cette dernière. Il importe de noter que le paragraphe 221.1 de la loi sur les banques et le paragraphe 344.1 de la loi sur les sociétés d'assurance exigent qu'un vérificateur externe qui démissionne ou qui conteste son remplacement est tenu de soumettre au BCIF une déclaration écrite exposant ses motifs. Voilà donc qui met fin à notre discussion de la réglementation prudentielle fondée sur une division tripartite des fonctions. Alors, pour résumer le tout, les institutions financières jouent des rôles privés et publics de très grande importance. Toutefois, leur fonctionnement les expose à des risques, y compris des risques qui sont très importants. Ces risques peuvent entraîner la faillite, qui est un événement qui peut avoir d'énormes incidences négatives sur les déposants, les assurés et les autres créanciers d'une institution financière. C'est pourquoi on assujettit les institutions financières à une réglementation qui les incite à agir prudemment. C'est ce que l'on appelle la réglementation prudentielle. Au palier fédéral, la réglementation prudentielle est fondée sur une division tripartite des fonctions de contrôle et du bon fonctionnement des institutions financières. Ces fonctions sont partagées entre le BCIF, les CA des institutions financières et les vérificateurs externes de celles-ci. Le BCIF exerce au moins 6 fonctions à cet effet. Premièrement, s'assurer que les institutions financières fédérales se conforment aux lois qui les régissent. Deuxièmement, surveiller la situation financière des institutions financières fédérales. Troisièmement, aviser sans délai la direction et le CA de la mauvaise situation financière de l'institution ou de son défaut de se conformer à la loi qui la régit. Quatrièmement, inciter les institutions financières fédérales à composer avec les risques financiers et non financiers. Cinquièmement, agir promptement lorsqu'il décèle des problèmes de conformité législative, de situation financière ou de composition avec les risques. Sixièmement, surveiller et évaluer les événements ou les autres questions qui risquent d'avoir des répercussions négatives sur la situation financière des institutions. Pour sa part, le CA approuve et est redevable du plan d'affaires, de la stratégie, ainsi que des politiques encadrant la propension à prendre des risques de l'institution financière. En ce qui concerne la haute direction, le CA est responsable de nommer le premier dirigeant et d'approuver ou de surveiller la nomination des autres membres de la haute direction, y compris les chefs des fonctions de supervision. Les fonctions de supervision cernent et mesurent les risques
qui pèsent sur l'institution financière et évalue l'efficacité de la gestion du risque et des contrôles internes. Enfin, le vérificateur externe déclare si, à son avis, les états financiers annuels d'une institution financière présentent fidèlement, selon les principes comptables généralement acceptés, sa situation financière. Voilà qui met fin à ce module bien rempli. À bientôt.